Francis Delteral, bonjour. Je suis Bonjour Philippe. très heureux de te recevoir pour ce rendez-vous Les Destins du rugby sur Sud Radio. Nouveau rendez-vous depuis le début de la saison. Alors, je suis un peu frustré parce qu'en préparant cet entretien, il y a tellement de choses à dire par le prisme de ta carrière, de ta très grande carrière, que 20 minutes risquent de pas suffire, mais on essaiera d'être efficace. Tu as écrit beaucoup et tu en as fait un livre, le dernier, 50 histoires du rugby d'avant, paru chez Solar en 2021. Il a fallu déjà choisir 50 histoires qui méritaient d'être racontées. Mais si on doit revenir sur deux ou trois moments très forts de ta carrière, très grands souvenirs, lesquels tu retiens comme ça spontanément, Francis Delteral? Bon, alors, les grands souvenirs, alors là, on va parler de carrière elle-même. Hein. En qualité de journaliste, je me suis retrouvé faire l'opposition du 15 de France. C'était à Rueil, avant un match international. Mais après, il y a tous ces reportages que j'ai pu faire et les connaissances que j'ai pu avoir, et notamment au rang des connaissances que j'ai pu avoir dans mon panthéon, figure bien entendu ton oncle. Le grand Walter, la légende, qui a été pour moi un mec immense. Franchement, c'est un monument. Un monument. Walter, je me rappelle, son histoire qui m'a été racontée par Denis Lalanne, parce qu'en 1964, quand ils sont partis en tournée en Afrique du Sud, Walter n'avait pas 21 ans. Et il est arrivé au rendez-vous de l'équipe de France et il a dit à son capitaine Michel Crost, Monsieur Crost, est-ce que je peux vous appeler Michel? Alors Crost, il a dit, donc tu déconnes ou quoi? Tu m'appelles Michel et puis tu me tutoies. Et 3 semaines après, eh bien Walter, qui était le deuxième ligne, avec Benoît Doga, avec Crost, Herrero et compagnie, ils avaient martyrisé les Springboks. Et à quelques minutes de la fin, ça c'est Michel Crost qui me l'a raconté, il a dit, bon, Walter qui s'écrit, dis non Michel, alors on s'est pété une dernière. Comme quoi, c'est des souvenirs magnifiques que j'ai de ces seigneurs du rugby. Bien sûr, il y a eu lui, il y a eu il y a eu le grand Benoît Doga, il y a eu Blanco, il y a eu Joe Mazzo, et puis il y a eu aussi les étrangers, puisque j'ai cette chance exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle, à l'équipe de pouvoir aller dans le monde entier et de faire des reportages sur le rugby. Il y a eu une époque, bien entendu, où on pouvait accéder à tout, puisque j'allais aux entraînements, je me rappelle, je suis allé à l'entraînement de l'équipe d'Angleterre en semaine. Je partais avec Bill Beaumont, Tony Neary, Frank Cotton, je partais en voiture avec eux, j'allais à l'entraînement, je revenais avec eux, je faisais mes interviews dans les vestiaires de l'équipe d'Angleterre. Et le vendredi, avant le match, j'allais voir beaucoup de matchs entre les Britanniques. Le vendredi, j'allais à Richmond, à leur hôtel, et je prenais le thé avec l'équipe d'Angleterre. Voilà, ce sont des souvenirs assez exceptionnels, bien entendu, mais des souvenirs qui ont été façonnés par nos rencontres. Nos rencontres avec tous ces grands joueurs qui m'ont accueilli parce qu'aussi j'avais joué, parce qu'ils savaient que j'avais un amour immodéré pour ce rugby. Voilà, je me suis vraiment, comment je pourrais dire, j'ai eu une vie exceptionnelle, une vie de journaliste exceptionnelle grâce au journal L'Équipe, je dois le dire, grâce à Denis Lalanne, Henri Garcia. Voilà. Pardon, Francis Delteral, de te couper. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, on est ensemble pour cet entretien, les destins du rugby, avec une carrière immense dans le journalisme sportif et particulièrement autour du rugby. À la vue de l'actualité, on est obligé de parler de J.P.R. Williams. Est-ce que tu pourrais nous resituer en le mettant en perspective de ce rugby moderne et des joueurs d'aujourd'hui, ce qu'a été pour les jeunes générations comme la mienne, ce qu'a été J.P.R. Williams, parce que on a du mal à imaginer, il y avait beaucoup moins de matchs à l'époque, forcément beaucoup moins de compétition. C'est un joueur qui a eu une longévité exceptionnelle en équipe du Pays de Galles, qui a révolutionné son poste d'arrière dans la lignée d'un Pierre Villepreux. Mais quel est ton regard sur ce joueur-là et qu'est-ce qu'il a été pour le rugby mondial? Très très bien de parler de Pierre Villepreux parce que comme je disais récemment, je disais autant Pierre Villepreux arrivait comme un fantôme dans la ligne de trois quarts pour décaler son ailier ou pour décaler un autre joueur. Lui, il faisait pas dans le détail. Je veux dire par là que lui, c'était un dynamiteur. Il arrivait dans la ligne et quand il arrivait, c'était le salaire de la peur.
Voilà, on avait toujours l'impression qu'il transportait de la nitroglycérine et il faisait tout exploser. C'est un type qui allait rechercher toujours les décalages dans l'axe au plus près des avants. Il n'avait peur de rien. Il allait défier, gagner les mètres les plus précieux à l'endroit où il y avait la plus grande densité de défenseurs. Et il avançait là-dedans, il offrait son corps, il offrait sa tête, il offrait ses épaules, il avait des chocs de partout. Et sincèrement, ce type, je ne sais pas s'il il a révolutionné le jeu, mais il faut quand même savoir que ce bonhomme qui jouait arrière pour le Pays de Galles, bon, il était gaillard, hein, il n'y en avait pas comme lui, il n'y en avait pas d'autres. Hein. Il faut savoir qu'en 78, alors qu'il était l'arrière du Pays de Galles, ils sont allés en tournée en Australie, il a fait 2 tests, 3e ligne. Il jouait 3e ligne, il était plus costaud que les 2 3e lignes habituelles, Maurice et Taylor. Et sincèrement, puisque tu poses cette question, Philippe, aujourd'hui, je pense que JPR Williams serait un type fabuleux, exceptionnel, formidable. Je ne sais pas s'il jouera à l'arrière, s'il jouerait 3e ligne, s'il jouerait numéro 8, je ne sais pas. En tous les cas, sur le terrain, il aurait une place prépondérante et il ferait rêver tous les gamins. Parce que, voilà, il avait le don de soi sur le terrain et franchement, jouer à ses côtés, je comprends qu'Edwards, Barry John, Bennett, Gerald Davis, Gigi Williams ont été contents de jouer avec ce bonhomme parce que ça a été un phénomène. On va refermer la parenthèse et rendre hommage bien sûr à ce joueur magnifique pour revenir de façon un peu plus chauvine au rugby français. J'ai parlé de ton livre en préambule, j'y reviens, 50 histoires du rugby d'avant. Alors, on a beaucoup parlé de l'époque bénie du rugby où rien n'était aseptisé, où tu avais ces moments très privilégiés au contact des joueurs. Est-ce que tu regrettes ce temps-là avec cette évolution du rugby? Est-ce que tu trouves qu'on est en danger sur la dimension affective que doit avoir ce sport entre les joueurs et tout le monde extérieur, les journalistes dont tu faisais partie, le public? Est-ce que c'est une ligne de crête là sur laquelle on est un peu en fragilité? Je me rappelle que Fabien Galtier, sur la fin de ma carrière, m'avait dit « Oh, mais avec vous, c'est toujours pareil, c'était mieux avant. » Je lui ai dit « Non, Fabien, je ne dis pas que c'était mieux avant. J'ai dit « Je préférais avant. » Voilà, je préférais avant parce qu'il y avait une complicité, il y avait une proximité. On pouvait parler avec un bonhomme. Déjà, les joueurs parlaient simplement. Ils disaient ce qu'ils avaient sur le cœur ou dans le cœur. Mais il le disait. Bon, je ne vais pas revenir une nouvelle fois sur ton oncle qui, lui, avait la parole facile. Mais la majorité des gars parlaient. Il n'y avait pas de problème. Ça lui a a priori, d'ailleurs, coûté quelques sélections et quelques saisons en équipe de France. Oui. Des suspensions de sélection, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais bon, si on en avait un comme ça aujourd'hui, quand même, ce serait pas mal, à la fois sur le terrain et en dehors, bien entendu. Mais c'est vrai que les joueurs parlaient, n'avaient peur de rien. Il faut quand même savoir, Philippe, que c'est qu'un jeu, c'est-à-dire il y avait des gens qui allaient faire du ski, d'autres qui faisaient du tennis, d'autres qui faisaient de l'équitation, d'autres qui jouaient au foot, d'autres qui jouaient au volley, au handball, et il y en a qui jouent au rugby. Mais les c'est pendant ce temps. Il y en a qui faisaient des études, qui sont devenus chirurgiens, qui sont devenus dentistes. Il y a des gens qui ont pris des bars, il y a des gens qui travaillaient aux ponts et chaussées. Il y avait des gens qui avaient des emplois très simples, mais tout le monde bossait et le rugby était un dérivatif du week-end. Donc, on était là entre gens de bonne compagnie pour passer un bon moment. D'ailleurs, le bon moment s'éternisait après le match, hein, on le sait. Francis Delteral, on poursuit pour cet entretien les destins du rugby. On revient sur une carrière immensément riche avec de très grands souvenirs. Et on parlait de cette relation que tu as pu construire très intime avec l'univers du rugby d'antan et la façon dont ce monde s'est un peu aseptisé. Donc, on revient justement sur ton regard par rapport à ça et sur la difficulté pour les joueurs d'aujourd'hui avec l'environnement médiatique, avec la pression des réseaux sociaux, des sponsors, de quelque part pouvoir se livrer et parler vrai.
Oui, alors on peut le regretter effectivement, mais bon, c'est l'évolution de la société, c'est l'évolution de notre monde, c'est comme ça. Nous à l'époque, on vivait pratiquement toute la semaine, tous les jours, on allait aux entraînements, on allait dans les vestiaires. Quand j'allais en déplacement, moi je me rappelle à droite, à gauche, dans toutes les villes, souvent je logeais chez les joueurs. Bon, il y avait cette proximité et ils savaient aussi les bonhommes qu'on savait faire le tri de ce qu'ils nous disaient. Ils pouvaient nous parler à cœur ouvert. On savait ce qu'il fallait dire et pas dire. Donc, il n'y avait pas d'embrouille là-dedans. Alors aujourd'hui, je comprends que les joueurs ils se protègent. Oui, ils se protègent parce qu'ils sont entourés d'agents, des choses qu'on ne connaissait pas. Puisque si quelqu'un peut parler des agents, je peux en parler à l'aise. Parce que, en qualité de bonhomme qui connaissait énormément l'hémisphère sud, j'avais régulièrement des coups de téléphone de présidents de club qui me disaient « Dis donc, tu connais pas un pilier, dis donc, tu connais pas un numéro 8, dis donc, tu connais pas un trois quarts. » Et alors là, bien sûr, je n'ai jamais rien touché, j'ai toujours fait ça en copinage. Je peux vous dire que j'en ai fait venir quelques-uns en France, quand même. Il y a quelques joueurs que j'ai fait venir, qui ont joué dans des grands clubs. J'ai même fait signer. On m'a donné des demandes de mutation. Je suis parti en Nouvelle-Zélande avec une demande de mutation pour un joueur, un joueur de Biarritz. Bon, et puis avec des Sudaf aussi, bien entendu. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut faire avec. Le seul truc que je regrette un peu, c'est que on peut plus parler de jeu. On parle pratiquement pas de jeu, on leur demande pas de nous parler de notre vie, de leur intimité, ça me regarde pas, c'est pas très important. Mais parler de jeu, ça nous manque un peu, ça nous manque. Je trouve que ils se rendiraient à sortir d'un discours convenu et convenable, bien entendu, et que si quelquefois ils avaient des touches plus précises, des touches un peu plus explosives, ce serait pas plus mal parce que on découvrirait leur caractère et ce ne serait pas des bénis oui. Alors bon, je pense peut-être aussi que ça va évoluer. Peut-être que les présidents vont demander à leurs joueurs de s'ouvrir. Il y a qu'à prendre un exemple. Philippe, j'ai regardé et je regarde encore comment ça se passe en basket à la NBA. C'est assez exceptionnel le monde du professionnalisme. Il faudrait quand même que les gens du rugby chez nous regardent comment ça se passe dans la NBA pour comprendre bien ce que c'est que le professionnalisme. Le professionnalisme que j'ai connu aussi, juste un petit exemple, Philippe, avec le grand Ballesteros, le joueur de golf, avec qui j'avais assez sympathisé. Voilà, on se parlait et un jour il m'appelle, il me dit « Dis donc », après une conférence de presse, il me dit « Non, tu le connais Bernard Hinault ?» Oui, je connais Bernard Hinault, mais je ne le connais pas personnellement. Parce que, dis donc, j'aimerais bien le rencontrer parce qu'il a dit des choses sur les joueurs de golf où je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit qu'on est des bons à rien, qu'on n'est pas des sportifs, qu'on a un gros ventre, et tout, etc. ou autre. Et je prends rendez-vous avec Hinault, donc par l'intermédiaire de Jean-Marie Leblanc, le patron qui est devenu ensuite le patron du Tour de France. Et nous sommes allés avec Hinault et Jean-Marie Leblanc à l'Open de France à Chantilly, rencontrer Ballesteros. Et là, Hinault amène un vélo de course. Il a amené un vélo de course qu'il a offert à Ballesteros. Ballesteros, qui à l'époque, c'est la star mondiale. Il n'y a pas plus grand en golf. Eh bien, j'ai vu un petit garçon devant l'arbre de Noël. Ballesteros en pamoison devant Hinault. C'était exceptionnel. Exceptionnel. J'avais jamais vu ça qu'un grand pro comme ça puisse, devant le grand pro qui était aussi Hinault, être en adoration. Ah, ça fait partie des moments privilégiés de vie. Je souris quand tu racontes cette anecdote parce que j'ai eu la chance d'en vivre aussi et on a l'impression que le temps s'arrête parce que on a la chance, je crois, toi et moi, d'avoir toujours su capter ce genre de moments en se disant qu'on en était des témoins privilégiés. Tout ça n'a jamais été naturel. On a tout savouré. Et donc, je te remercie de nous livrer cette anecdote hors rugby parce que on va bien sûr la garder parce qu'elle est super intéressante. Mais avant de clôturer, Francis Delteral, pour revenir au rugby, à cette carrière immense dans le journalisme, ça va être très difficile, la question que je vais te poser, mais si tu dois retenir un moment au-delà de tous les autres en termes d'émotion,
peu importe l'émotion d'un match, d'une rencontre, dans l'univers du rugby, ce serait laquelle? Alors, avant de dire ça, je voudrais bien que ça reste dans l'interview. Grande émotion, Charles Bietri. Hein, voilà, le patron de Canal, qui a tout révolutionné dans la télé et dans le sport, et qui m'a fait confiance et qui m'a fait venir. Voilà. Donc Charles, qui m'a permis justement je rebondis sur Charles Bietri, simplement, je souris parce que j'ai parlé de lui il y a peu de temps avec une fille, je sais que tu apprécies, avec qui tu as travaillé, qui est une amie, qui s'appelle Nathalie Yanetta, et qui m'a dit des mots magnifiques sur Charles Bietri récemment. Et donc, voilà, je profite de l'entretien pour saluer notre amie Nathalie aussi, avec laquelle tu as travaillé aux côtés de Charles Bietri, je crois. C'est exact. Et oui, moi j'ai été le premier consultant de Canal en 85. Nathalie est arrivée un petit peu après, bien sûr, parce qu'elle a la chance d'être plus jeune que moi, tant mieux pour elle. Donc on a eu cette chance. Après, le continent avec Gilardi et Bail, mais Bietri, ça a été immense, quoi. Enfin, ça fait partie de ces rencontres formidables que j'ai eues. Comme j'ai pas pu tout placer, mais j'ai placé Ballesteros tout à l'heure, mais il y en a une aussi, c'est quand même exceptionnel, c'est que avec l'équipe, on touchait à tous les sports. J'allais aux réunions de boxe, j'ai rencontré Georges Carpentier. Ah, c'est quelque chose. J'ai rencontré, grâce à Mickey Rousseau, le nageur qui avait battu un record d'Europe, j'ai rencontré Liza Minnelli, qui nous a fait un spectacle pendant 30 minutes à l'Alcazar de Jean-Marie Rivière. Voilà ce que c'est. Mais alors après, pour revenir au rugby, je pense que j'ai d'autres trucs qui me marquent toujours. Je le dis souvent parce qu'on parle des grands joueurs. J'ai aimé tous les joueurs sans grade que je rencontrais dans les vestiaires, que ce soit à Brive, que ce soit à Bègle, que ce soit à Narbonne. Plein de gens, j'ai les visages dans la tête et tout, etc. Ça ne part jamais. Mais après, la grande émotion que j'ai eue, c'est en 1994. Je suis, comme toi, devant ma télévision. La France a gagné le premier test contre la Nouvelle-Zélande à Christchurch, et il y a le deuxième test à Auckland, où là, Sean Fitzpatrick avait dit, ils vont connaître l'enfer. Et il y a le fabuleux essai de Sadourny avec la relance de Saint-André. Alors là, j'avoue que j'en pleurais. C'était superbe. Alors, Francis Delteral, on a évoqué beaucoup de souvenirs. Je voulais te remercier d'avoir répondu présent pour cet entretien dans cette émission animée par François Trio. Philippe, il y a une anecdote que j'ai oubliée parce que il faut vraiment que tu la mettes dedans parce qu'elle a un rapport à ton frère, à ton oncle, elle est très importante. Un jour, je dîne avec Claude Nougaro et le grand journaliste Jean Cormier. Ça se passe à Saint-Germain-des-Prés. Et Nougaro commençait à être atteint un peu. Et là, il nous parle de la chanson « Ô Toulouse ». Pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Et il nous dit avec son accent et tout, il dit un torrent de cailloux roule dans ton accent. Il dit, tu sais pourquoi j'ai écrit ça? Bon, lui, non. Parce que c'est Walter qui parle comme ça. Voilà. Oh, Toulouse. Tu vois, honnêtement, j'en ai des frissons parce que je n'ai jamais entendu cette anecdote. Je n'ai jamais entendu cette anecdote. Je suis un amoureux de Nougaro et particulièrement forcément de cette chanson. Et de ce moment particulier de la chanson et de savoir que quelque part ça a trait à Walter, c'est particulier. En tous les cas, Francis, bien sûr, c'est une anecdote importante. Je vais essayer de ne pas être trop chauvin, mais je pense qu'elle intéresse quand même les amoureux de rugby et de Nougaro. Je te remercie pour ta simplicité et au nom de tous les amoureux du rugby, je te remercie pour cette bienveillance et cet amour que tu as toujours mis dans tes mots et dans tes commentaires et qui nous ont en grande partie fait aimer encore davantage ce jeu et ces hommes. Et au nom de toute l'équipe Sud Radio, au moins ce soir,
Je te remercie pour ça et du temps que tu nous as consacré. Ben, je vous salue à tous. Allez, bon match et bon match au pluriel, et puis le salut à François Trio.